Bonjour Jean-Marie Oran. Bonjour. Vous êtes directeur général de l'Organisation internationale de la vigne et du vin. Donc on va parler de votre secteur, on va parler des offices, et puis on parlera aussi de France Agrimaire et de sa mission d'expertise. Est-ce qu'on peut résumer l'histoire de l'agriculture française des années 70 à aujourd'hui en disant qu'on est passé du format à France Agrimaire et donc que la boucle est bouclée? Oui, je crois que vous avez parfaitement raison et d'ailleurs c'est ce que je voulais dire en introduction. Mais permettez-moi d'abord bien sûr de vous dire que lorsque Éric Alain, le directeur général de France Agrimaire, m'a sollicité pour participer à cet exercice, qui est un exercice à la fois de rétrospective mais aussi de prospective, c'est bien volontiers que j'ai répondu à son invitation à l'occasion des 80 ans de la naissance des offices. Parce que dans ma carrière professionnelle, j'ai été à la fois à l'origine, au début, un témoin, et après, un acteur. Un Alors, la création des offices par filière, comment ça se passait? Quel était l'objectif de départ? Alors, d'abord, l'origine, c'est 1936, l'Office du blé, création de l'Office du blé. Il s'agissait à ce moment-là d'essayer de stabiliser le marché du blé, qui était quand même une céréale fondamentale pour l'alimentation des populations, à la fois de stabiliser, de développer aussi la production de blé, parce que c'était une époque où, bien sûr, il fallait nourrir les populations. Et donc c'est ce qui a présidé à la création de l'Office du blé, qui très vite, en 1940, s'est transformé en Office national interprofessionnel des céréales. Céréales, oui. Voilà. Et puis qui gérait la pénurie là, pendant la guerre. On gérait la pénurie à cette époque-là. Ouais. Voilà. Et progressivement, ensuite, bien sûr, l'édifice s'est développé avec ensuite la création dans les années 60 du format, ce à quoi vous faisiez allusion. Là aussi, il s'agissait de réguler, de stabiliser les marchés des produits agricoles. La naissance de certaines organisations plus sectorielles, je pense au FIRS, le Fonds d'intervention de régulation pour le sucre, je pense à la CIDO pour les oléagineux, à peu près dans les mêmes époques. Et puis, progressivement, on a évolué. Et à côté du format, dans les années 70-80, on a commencé à voir la naissance de l'Office national interprofessionnel de l'élevage, l'ONI. Je ne sais plus quel était le titre exact à l'époque, c'était peut-être l'ONIBEV à l'époque, voilà, qui était dans les années 75-76, en même temps que se créait aussi l'Office des vins de table. Hein, je pense que c'était l'ANIVIT à l'époque. Voilà. Donc voilà, ça c'était avant les années 80, et puis en 1985, c'est là la grande création de l'ensemble des offices par produit, avec la création de 5-6 offices par produit, un office par grande filière. Si je comprends bien, ça veut dire que les offices fonctionnaient bien, en tout cas que le premier a servi un peu de modèle, c'est un peu un mythe, c'est un ancêtre. Enfin, bon. Et ça veut dire que cette structure-là répondait aux besoins pour les professionnels de discuter entre eux. Exactement. Alors à la fois, il s'agissait d'organisation, bien sûr, de concertation interprofessionnelle entre les filières, les responsables professionnels et la puissance publique, mais il ne s'agissait pas que de ça, parce que ces organismes avaient une mission qui consistait essentiellement à réguler, à stabiliser les marchés, on va y revenir. Il s'agissait aussi d'orienter les productions, à travers une politique, bien sûr, d'orientation. Et il faut se rappeler qu'à l'époque, notamment lors de la création des offices, il y avait des organisations communes de marché à Bruxelles qui étaient très élaborées pour les principales grandes filières, bien sûr les céréales, mais aussi la viande bovine, mais aussi le lait, etc. Et qu'il y avait des mécanismes de régulation communautaire, l'intervention, le stockage privé, qui nécessitaient la présence d'opérateurs nationaux pour leur mise en œuvre. Voilà. Donc ce sont ces opérateurs nationaux, les offices, qui mettaient en œuvre la politique d'intervention. Cette politique d'intervention. Oui. Voilà. Dans le même temps, ils avaient aussi un rôle d'orientation des productions à travers donc des crédits qui étaient pour l'essentiel d'ailleurs des crédits nationaux et qui consistaient à accompagner la modernisation des filières. Voilà, c'était des missions qui étaient les missions assez fondamentales, au-delà de l'aspect relations interprofessionnelles, bien sûr, et lieu d'échange entre les professionnels et les pouvoirs publics. La politique d'intervention, elle était d'abord, elle existait, elle était généralisée et elle était absolument primordiale. Elle était primordiale parce qu'elle contribuait très largement à l'équilibre des marchés. C'était l'époque, les grandes années de la PAC, de la politique agricole commune, avec des systèmes d'intervention par filière qui faisaient que lorsque les prix
chuté lorsqu'il y avait des excédents. Eh bien, c'est l'État, enfin l'État, Bruxelles et donc les crédits publics qui rachetaient pour les stocker et pour les remettre sur le marché lorsque, bien sûr, les cours étaient meilleurs. Alors ensuite, on a dit, mais le paiement unique, finalement, va un peu déconnecter des filières. Exactement. Après, si vous voulez, petit à petit, et notamment dans les années 80, 85, il y a eu, bien sûr, les paiements uniques, la réduction concomitante des mécanismes d'intervention, et donc il fallait rétablir un peu plus d'horizontalité. Et c'est ce qui nous a conduit à ce moment-là à faire évoluer les structures, avec en particulier à ce moment-là d'abord il fallait mettre en œuvre les aides, les paiements uniques, et donc il y a la création un peu de... C'était l'ONIGC, pourquoi? Parce que c'était l'établissement le plus robuste, et puis bien sûr les principaux bénéficiaires c'était bien sûr les céréaliers, parce qu'on avait, je le rappelle, baissé de plus de 30% les prix d'intervention. Il s'agissait de compenser cette perte de revenus pour les céréaliers par le biais bien sûr d'aides directes. Et donc on a adossé les paiements uniques d'abord à bien sûr à l'ONIC à l'époque. Et puis au fil des années, au fur et à mesure que les soutiens communautaires devenaient de plus en plus découplés, c'est-à-dire de moins en moins liés aux productions, au fur et à mesure que les mécanismes d'intervention se réduisaient pour devenir simplement des filets de sécurité, eh bien on en a tiré les conséquences aussi avec en plusieurs étapes, 2 étapes. Une première étape qui a consisté à rapprocher par grands secteurs les offices. Donc on a créé l'ONIEP qui était lait et viande, parce que c'est vrai que le lait et la viande... Bon, une vache est le produit du lait, mais elle produit un veau qui fait de la viande, et une vache de réforme ensuite qui produit la viande. Donc il s'agissait de regrouper. On a regroupé, on a créé un office des grandes cultures, qui intégrait aussi les oléagineux, les protéagineux. Et puis on a créé Viniflore pour les cultures spécialisées. Et puis dernière étape, 2009, la création de France Agrimaire, parce qu'entre-temps, il y a eu le découplage des aides, donc il fallait en tirer les conséquences aussi, et avec, à ce moment-là, la création d'un grand opérateur économique, toute filière, qui incluait aussi les produits de la mer, puisque je crois que c'est l'Offimer qui était une création plus récente, mais qui a rejoint aussi, bien sûr, France Agrimaire, donc un grand opérateur économique du secteur agricole, France Agrimaire, et puis une agence de services et de paiement, qui est destinée à payer les aides de masse, qu'elles ce soit les aides agricoles ou les aides d'autres secteurs d'activité, l'emploi ou la formation. Alors, on va revenir sur France Agrimaire, mais parlez-nous de votre filière d'aujourd'hui. Comment elle a vécu ça, le passage de la filière au fait que ça s'horizontalise et de rentrer dans France Agrimaire? Comme toujours, vous savez, quand on fait des réformes, il y a toujours... quelques réticences. Il y a oui, toujours parce qu'en plus, il y a une interprofession qui est très nombreuse. Il y a toujours des, comment dirais-je, un certain nombre de conservatismes qu'il faut surmonter. Pourquoi? Parce que chacun se sent propriétaire de sa structure. C'est vrai dans tous les secteurs. Et d'ailleurs, ça explique la difficulté que l'on a en France, bien sûr, de réformer. Néanmoins, je pense que lorsqu'on peut justifier la réforme, et là, je vous ai donné les raisons qui justifiaient, les raisons de fond, au niveau communautaire, au niveau de l'évolution des mécanismes de soutien à l'agriculture qui justifiaient ces évolutions. Et donc lorsque on a des arguments forts pour justifier ces évolutions, il est beaucoup plus facile ensuite de procéder aux ajustements des structures, aux modifications des structures. Alors 2009, c'est la création de France Agrimaire. Là, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde est rassemblé, c'est une force de frappe? Alors, oui, tout le monde est rassemblé. Tout le monde est rassemblé, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas au sein de France Agrimaire des spécificités voilà. Et il y a des conseils spécialisés qui permettent d'avoir le dialogue interprofessionnel qu'il convient. Parce que France Agrimaire, il a plusieurs missions en fait. La mission de France Agrimaire, lorsqu'on l'a portée sur les fonds baptismaux, je crois que c'était d'abord un lieu de dialogue interprofessionnel entre bien sûr les interprofessions, les filières et les pouvoirs publics. Et c'est un lieu unique à peu près, où on discute bien sûr des orientations, on discute des moyens, on discute etc. Bon, ça c'est la première mission et c'est une mission assez fondamentale. C'est une mission assez fondamentale. Bien. La deuxième mission, c'est une mission aussi d'expertise technico-économique.
Et j'y reviendrai parce que c'est assez fondamental. Dès lors que l'on veut mettre en place des politiques de plus en plus ciblées, il faut avoir une bonne connaissance, bien sûr, des filières et de leurs évolutions. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on a constitué France Agrimer, on y a adjoint le service des nouvelles et des marchés, qui relève les cotations, vous le savez, sur les principaux marchés de production et qui donne des indicateurs, bien sûr, sur les grandes tendances. Donc c'était important d'avoir cette unité pour mettre à même l'office de conduire, de mener à bien cette expertise technico-économique des filières. Après, il reste bien sûr les autres missions, mais qui ont évolué, se sont réduites. Les missions d'intervention, elles sont énormément réduites, seulement quand il y a des grandes crises, où on le voit, les filets de sécurité. Les crédits d'orientation aussi, au fil des ans, se sont réduits sous les contraintes, bien sûr, budgétaires. Donc vous le voyez, les missions de France Agrimer ont évolué. Et de mon point de vue, si l'on se projette dans l'avenir, bien sûr, les missions fondamentales, je l'ai dit, c'est ce lieu de concertation interprofessionnelle qu'il faut faire vivre. Et c'est la mission d'expertise technico-économique. Permettez-moi de rajouter quelque chose, c'est que dans les choix que nous avons faits, il y a deux filières assez spécifiques qui ont des organisations de marché elles-mêmes assez spécifiques. C'est le vin et les fruits et légumes. Ce ne sont pas des paiements uniques qui sont attribués à ces filières. Ce n'est pas la mécanique classique des droits à paiement unique, des aides découplées. Et donc on a considéré là qu'il convenait de maintenir la gestion, la mise en œuvre de ces crédits et les crédits communautaires, qui sont plus des crédits d'orientation et de modernisation, au sein de France Agrimer. Donc France Agrimer gère les crédits communautaires et nationaux, aussi bien sûr ce qui reste pour les filières viticoles et celles des fruits et légumes. Alors, restons sur la structure de dialogue. Se retrouvent au même endroit des professionnels qui ne sont pas forcément toujours d'accord entre eux. Oui, de l'amont à l'aval. Oui. En incluant les associations de consommateurs, en incluant... Donc c'est un lieu vraiment... C'est un défi. C'est un défi de pouvoir faire dialoguer des gens qui ont des intérêts aussi divergents. Oui, oui, c'est un défi. Oui, bien sûr. Comment ça se passe? Ça se passe bien? Écoutez, il faudrait poser la question au directeur et à ceux et à ses collaborateurs qui sont impliqués. Mais moi, en tant que pour avoir exercé la tutelle de France Agrimer dans différentes fonctions, j'ai toujours constaté que le dialogue se faisait. Parfois il est rugueux, parfois il est etc. Mais je pense que mieux vaut dialoguer, mieux vaut essayer d'abord de se comprendre, de comprendre les problématiques de chacun, les contraintes de chacun pour essayer ensuite de trouver des solutions communes. Mais il y a les pouvoirs publics. Alors leur rôle, est-ce que c'est un rôle d'observateur? Est-ce que c'est un rôle d'arbitre? Est-ce que c'est un rôle d'impulseur? Est-ce que c'est un rôle qui impose finalement le bras armé de l'État? Comment vous voyez les choses? Alors, d'abord, bien sûr, ces établissements publics, comme tous les établissements publics, sont soumis à la tutelle, ce qu'on appelle l'exercice de tutelle. Absolument. Alors vous allez me dire, c'est quoi la tutelle? Il y en a plusieurs de ministères. Il y a plusieurs ministères, mais s'agissant de France Agrimer, c'est la vraie tutelle technique, c'est le ministère de l'Agriculture qui l'exerce. Voilà. Bercy, le ministère... Bercy, lorsqu'il s'agit de négocier le budget, bien sûr. Et là, c'est toujours, mais bon, c'est une autre discussion. Donc la tutelle technique, elle est essentiellement, je dis bien, exercée par le ministère de l'Agriculture. Exercer la tutelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire, bien sûr, fixer les orientations, fixer le cadre, dans le cadre des orientations qui sont définies par le ministre, ça va de soi. Et donc, c'est l'administration centrale du ministère qui établit, qui fixe les règles du jeu. Voilà. Bon. Et après, l'office, en l'occurrence France Agrimer, eh bien, c'est le bras séculier qui met en œuvre concrètement les politiques qui ont été définies au niveau ministériel. Alors non seulement il met en œuvre, c'est une chose, mais aussi il contribue à les élaborer par son expertise technico-économique. Donc c'est un exercice d'aller-retour, si vous voulez, qui est un dialogue permanent, qui est basé, de mon point de vue et de mon expérience, essentiellement sur des relations de confiance. Confiance entre les hommes. Bien sûr, il y a le cadre. Le cadre, c'est important. L'établissement doit mettre en œuvre les politiques telles qu'elles ont été définies par le ministre. Oui, mais en même temps, concilier des orientations de l'État. Il a une obligation de résultat, plus qu'une obligation de moyens. Et dès lors que, bien sûr, il respecte les règles, ce qu'on lui demande, c'est avant tout le résultat, l'obligation de résultat dans la mise en œuvre des politiques. Voilà. Mais il contribue à l'élaboration parce qu'il a le contact direct avec les professionnels, il a l'analyse fine, et donc il contribue à éclairer les choix qui sont faits par l'administration centrale et sous l'autorité du ministre. Alors, parlons de l'expertise, le deuxième volet dont vous me parliez tout à l'heure. Alors, cette expertise, il y a des études, il y a de la prospective, on anticipe, et en même temps,
on ne voit pas quand il y a des crises, c'est-à-dire est-ce que le fait d'expertiser, il doit y avoir des rapports plein comment dire, les bureaux de France Agrimaire, il doit y avoir des placards qui doivent être pleins, et en même temps on a l'air à chaque fois de découvrir la crise et en se disant qu'est-ce qu'on peut faire. Il suffisait de faire des études et des expertises pour régler les problèmes de l'économie française en général, ça se saurait et il n'y aurait plus de problème. Hein. Donc on est dans cette équation. Hein. Je crois qu'il est important bien sûr d'avoir une expertise fine pour voir les évolutions, pour pouvoir orienter les politiques autant que faire se peut, mais ce n'est pas à travers cette expertise que l'on va résoudre éventuellement des crises lorsque les crises se présentent, qui ont d'autres origines, surtout la crise actuelle, qui est une crise très importante, qui est une crise, je n'allais pas dire sans précédent, on en a connu d'autres, mais qui est une crise très sévère et qui affecte durement bien sûr l'agriculture française. Est-ce que France Agrimaire pourrait être une structure, ou est une structure qui est exportable ? C'est-à-dire, parce qu'on, par exemple, on a vu un fonctionnaire bulgare qui était là, qui a passé du temps, qui a regardé. Alors, si vous voulez, quand je regarde, de par mes fonctions antérieures, j'ai une assez bonne connaissance de l'organisation, bien sûr, du monde agricole dans les différents pays. On retrouve dans beaucoup de pays des structures équivalentes. Et je dis bien équivalentes. Où, bien sûr, chaque pays a sa propre logique. Hein. Il y a des pays où il y a beaucoup moins d'intervention publique, il y a des pays, etc. Mais on retrouve toujours, alors c'est des boards, alors c'est un peu différent bien sûr dans les pays du Nord, c'est des structures moins élaborées, moins abouties dans d'autres pays, mais il y a très souvent, dans les pays de l'Union européenne du moins, des structures de même nature, ne serait-ce que d'ailleurs que pour mettre en œuvre, bien sûr, les crédits communautaires et les aides communautaires, d'accord ? Voilà. Donc, je pense qu'en France, on a quand même, on est un pays qui a le système le plus abouti et le plus élaboré, qui est le fruit d'une longue histoire. C'est le fruit d'une longue histoire. Voilà. Jean-Marie Orange, je vous remercie. Je vous en prie.